Quand on étudie l'histoire de l'aéronautique, on rencontre assez rapidement des avions bizarres, originaux, qui n'existent presque plus, mais pour lesquels on a du mal à comprendre pourquoi cette solution a été envisagée. Aujourd'hui, on va discuter des avions biplans, voire plus triplans, X-plans. Alors tout a été tenté, vous avez vu la petite vidéo en introduction, mais les deux principaux avions qui restent un petit peu dans l'histoire, c'est quand même les biplans et les triplans. Cette histoire de biplans, elle commence avec l'aéronautique. Au tout début, les frères Wright décollent en 1903 pour la première fois avec un avion motorisé avec quelqu'un à l'intérieur, avec un biplan. En plus, c'était un bimoteur, déjà. Alors sur cette histoire de biplan, on a raconté vraiment tout et n'importe quoi pour les raisons pour lesquelles on a monté des avions avec des biplans. La plus commune étant de dire que en mettant deux plans, on augmente la surface portante. Allez hop, je démêle tout ça et on va voir vraiment quelles sont les raisons qui ont poussé les constructeurs à prévoir 2 ou 3 ou 4 ou 5 ou 6 plans. On va remonter encore avant 1903 avec Lawrence Hargrave qui invente un cerf-volant ultra stable et qui s'appelle un cerf-volant cellulaire. On peut l'appeler aussi cerf-volant à caisson, mais l'idée principale c'est quand même que pour la première fois on a quelque chose qui vole, et oui, un cerf-volant c'est un aéronef, on a quelque chose qui vole et qui est très stable. C'est quand même un avantage premier à l'époque sur tout le reste. Quand Santos Dumont passe des dirigeables aux aéroplanes, il choisit bien sûr un modèle cellulaire et qu'il appelle le 14 bis, puisque les 14 autres avant étaient des dirigeables. 14 bis, c'est le premier avion de Santos Dumont. Il décolle avec cet avion en 1906 et il va faire un bond de quelques dizaines de mètres. Alors j'espère que vous avez noté, depuis tout à l'heure on parle de cerf-volant cellulaire. Eh bien oui, c'est cela qui a donné le nom à la cellule de l'aéronef. Comme quoi, l'histoire éclaire toujours le présent. Les cerfs-volants cellulaires sont tellement stables que le service météo américain, à ses tout débuts, va s'en servir tant et plus pour faire les premières mesures en altitude de l'atmosphère, prise de température, prise de pression, etc. Il va falloir se replacer dans l'époque. Le problème numéro 1 des avions, c'est le poids, bien sûr. Or, quand on commence l'aéronautique en 1900, on ne sait pas fabriquer quelque chose de léger. Pour fabriquer une aile, le meilleur matériau auquel on puisse faire appel, c'est du bois. Et le bois, c'est lourd, même si c'est entoilé. Donc, le problème auquel on va être confronté, c'est de réaliser une aile avec une envergure importante, mais qui soit costaud et léger. En 1900, léger et costaud pour une envergure qui va dépasser 10 mètres, on ne sait pas faire. Alors, les ingénieurs, bien sûr, sont malins, ils sont surtout très motivés, ils ont envie de voler, et ils vont penser au biplan. Alors pourquoi les biplans et qu'est-ce que ça vient faire dans cette histoire de costaud, envergure et tout ça? Il existe une loi qui dit que un triangle est indéformable. Si on le veut que l'étagère ne parte pas d'un côté ou de l'autre, se déforme, on va la trianguler en mettant des bouts de bois en diagonale à l'arrière. On va faire la même chose avec des ailes. Et dans ce cas-là, il faut absolument avoir deux ailes, l'une au-dessus de l'autre. Avec les biplans, on va avoir la possibilité de raidir les plans à l'aide de petits câbles qu'on appelle les haubans et les mâts qui vont relier les plans entre eux. Les ailes deviennent rigides sans pour autant augmenter le poids. Mais attention, n'allez pas croire que le fait d'avoir deux plans l'un au-dessus de l'autre équivaut à la même surface si c'était un plan unique. Pas du tout. Non seulement d'un point de vue aérodynamique, les plans se gênent l'un l'autre, mais en plus, on a la structure qui les relie, c'est-à-dire les mâts et les haubans, qui vont occasionner des traînées importantes. Mais on va découvrir très rapidement un avantage au biplan qui va faire les grandes heures de ce type de montage.
Je parle évidemment de la maniabilité. À peine l'aéronautique est née que s'ouvre le premier conflit, la Première Guerre mondiale, et les avions vont être en première ligne, vont devoir se battre, faire des combats aériens, et la maniabilité va se révéler redoutable pour les avions biplans par rapport à des avions monoplans. Celui qui l'avait parfaitement compris et qui en a fait un chef-d'œuvre, eh bien, c'est évidemment le baron Manfred von Richthofen, dit le baron rouge, avec son fameux Fokker triplan, tout peint en rouge, et qui a prouvé par ses 80 victoires pendant le premier conflit mondial qu'il est dépassé les autres, il était au-dessus de la mêlée grâce à un avion très maniable qui lui permettait d'avoir le dessus dans les combats aériens. Bien sûr, vous pouvez constater sur les terrains aéronautiques aujourd'hui qu'il n'y a pas beaucoup de biplans. C'est le crépuscule de ce type de montage pour les aéronefs. Et bien sûr, c'est l'arrivée des matériaux modernes, comme les différents aluminiums qui maintenant sont montés sur pratiquement tous les avions et qui font que on n'a plus besoin d'avoir un plan au-dessus d'un autre pour raidir une voilure. Un monoplan suffit largement. Donc, les biplans ont terminé de servir. Terminé, pas vraiment. Il y en a encore quelques-uns qui résistent et pour notre plus grand plaisir, puisque c'est vrai que le biplan est quand même un bel avion, il y en a encore qui volent de nos jours et qui volent très bien. Le seul exemple que j'ai envie de donner, c'est le Pitts qui, depuis les années 46, je crois, vole, surtout aux États-Unis, avec sa capacité à tourner sur lui-même absolument extraordinaire, puisqu'il est capable de faire 180 degrés de rotation en 1 seconde. Donc on terminera cette vidéo avec ce taux de roulis, c'est comme ça qu'on appelle cette capacité d'un avion à tourner sur son axe, à faire ça. Voilà un taux de roulis. Donc là, c'est un vieux Bonanza, évidemment. Lui, il serait incapable d'avoir un taux de roulis de 180 degrés par seconde. Alors pour conclure, on a vu que les biplans ont occupé une scène importante de l'aéronautique à un moment de l'histoire, quand on avait besoin de ce montage particulier, et puis quand on n'en a plus eu besoin, ils ont disparu tout simplement. On en voit encore ici et là sur nos terrains d'aviation, mais c'est quand même devenu plutôt rare parce que ils ne servent à rien. Peut-être un petit peu dommage d'un point de vue de ceux qui aiment l'histoire, mais la réalité est celle-là. Sur ce, bye bye.